Comment les Indonésiens nous enseignent-ils que c'est tout pourri d'être comme Brad Pitt? Bonjour, je m'appelle Johan, je fais le tour du monde à vélo depuis 7 ans. Je suis actuellement au Mexique et la question d'aujourd'hui me vient de l'autre bout du monde, et tout particulièrement du début de mon voyage. J'étais alors en Australie avec une idée sur le papier assez simple, rentrer en France à vélo. On me fait alors remarquer qu'il y a la mer entre les deux et on ne sait pas comment je vais. Je n'ai jamais compris cette question. Le bateau a été inventé depuis des siècles et ça se passe plutôt bien. En tout cas, si vous voulez faire ce trajet sans voler, vous allez devoir passer par un pays absolument, l'Indonésie. Et si vous me dites que l'Indonésie vous connaissez parce que vous avez été à Bali, sachez que c'est du même acabit qu'un Américain qui dit qu'il connaît l'Europe parce qu'il a été à Paris. L'Indonésie est un pays fascinant. Quasiment 300 millions d'habitants, 5 religions officielles, 583 langues reconnues par les autorités, dont une commune à tous, le Bahasa. L'Indonésie est un archipel, le plus grand du monde. Environ 17 000 îles. Mais seulement 922 sont habitées. Il faut savoir que sur les 17 000 îles, il y en a beaucoup qui ne sont que des cailloux. Certains même disparaissent sous les flots à marée haute. Mais le gouvernement indonésien y tient. Ça booste son territoire maritime. Il faut savoir que pour le droit international, un État côtier possède 12 miles marins, soit environ 22 km, de territoire maritime à partir de la côte. Je vous passe ces détails si un État voisin est un peu trop proche, mais dans le cas de l'Indonésie, chaque île isolée lui offre un cercle de 44 km de diamètre de territoire maritime. Vous allez me dire, avec tout ça, j'ai l'embarras du choix pour mon arrivée. Mais comme tout bon touriste qui se respecte, j'ai commencé par Bali. Et je vais devoir casser un mythe. J'ai dû prendre l'avion. Et oui, il y a beau avoir que 160 km au plus proche entre l'Australie et l'île de la Papouasie, c'est loin d'être aussi simple. D'un côté, on a le Cap York en Australie, une terre marécageuse sans aucune ville, et de l'autre, on a l'île de la Nouvelle-Guinée, la deuxième plus grande île au monde, dépeuplée et recouverte de jungle. Et je ne crois pas avoir vu sur Google Maps une seule route qui traverse l'île. Et comme j'avais pas envie de mourir dès le début du périple, j'ai pris l'option la plus simple, un vol Darwin-Bali. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je précise à l'époque. Donc je prends un vol de nuit sans réserver d'hôtel avec l'idée de dormir à l'aéroport de Denpasar. Autant vous dire que je vais déchanter. Je crois pouvoir affirmer sans trop me mouiller que Denpasar est une ville densément peuplée. Aucun espace n'est laissé au hasard. Tout est optimisé, utilisé à son maximum de son potentiel. Ne détournez pas les yeux d'un espace vide, vous ne le retrouverez plus. Aristote disait que la nature avait horreur du vide. Bali pourrait être le premier chapitre du livre. Et juste après le débarquement, l'aéroport est fermé et je me retrouve jeté en plein cœur d'une ville en effervescence. Le vélo encore soigneusement rangé et démonté dans une boîte en carton. Il faut savoir s'avouer vaincu, je vais prendre un hôtel. Et aux premières lueurs du jour, j'enfourche mon vélo. Non, à qui je vais faire croire ça? En réalité, j'ai traîné au lit, j'ai monté mon vélo, j'ai pris un petit déjeuner et 2 cafés et il devait être midi lors du premier coup de pédale. Mais je vais devoir jeter un pavé dans la mare. J'ai pas aimé Bali. Enfin, non, j'ai pas aimé. Autant c'est une île magnifique, autant elle est en train de craquer sous le poids du tourisme. Je n'étais qu'un occidental de plus là-bas, invisible et en même temps envahissant. Là où je pensais que ma manière de voyager pouvait me rendre intéressant, j'avais l'impression au contraire qu'en essayant de me frayer un chemin avec mon vélo, je rajoutais une pierre pesante à l'édifice de tourisme de masse. Alors j'ai fait au plus vite. 4 jours pour traverser l'île et rejoindre Gilimanuk à l'ouest. Et après 20 minutes de bateau, j'arrive sur l'île de Java. Et entre les deux îles, c'est le jour et la nuit. Je viens d'atterrir dans un monde radicalement différent. Là-bas, tout le monde me regarde, plus ou moins discrètement, parfois même avec l'expression de ne pas vraiment comprendre ce qui se passe. Difficile de décrire la situation. C'est comme si j'étais un mélange subtil d'une star internationale et d'un extraterrestre tombé du ciel. Un scooter me dépasse, et tout en continuant à rouler à toute berzingue, le conducteur arrête purement et simplement de regarder la route et réagit en continu son rétroviseur pour ne pas me perdre des yeux. Avec les vibrations, j'aperçois par alternance ses yeux et son sourire dans le miroir. Il y a des trous dans sa dentition et je me fais la remarque que ne pas regarder la route doit faire partie de son péché mignon. J'arrive dans un petit restaurant de bord de route et comme souvent, il y a les enfants de la famille qui passent du temps en jouant avec le téléphone portable. À mon entrée, les deux petits lèvent la tête et se figent, les yeux et la bouche grands ouverts. 3 cercles parfaits sur un visage pétrifié. Je crois pas qu'ils aient bougé tout le temps que j'étais là-bas. Après ma sortie, sans trop savoir pourquoi, la glace a l'air de commencer à fondre et on commence à me saluer d'un enthousiasme geste de la main. Je réponds, amusé de la situation, et alors on commence à m'appeler Hello Boulet. Alors oui, pour un francophone, Hello Boulet, ça peut paraître vexant. Mais Boulet, B-U-L-E, en indonésien, ça désigne un ou une occidentale. Ça vient apparemment du mot boulevard, l'endroit où les Blancs se trouvaient pendant la colonisation. Ces petites influences linguistiques font que tous les Français connaissent au moins 3 mots d'indonésien sans même le savoir. Orang-outang, par exemple, qui veut simplement dire l'homme de la forêt. Ou même le mot
trottoir. Ou devrais-je dire trottoir. Les Indonésiens veulent absolument me parler en anglais. Enfin, ils essaient. Sans vouloir les critiquer, les Indonésiens parlent déjà presque tous deux langues. Leur dialecte est le Bahasa. Alors je ne peux pas leur en vouloir que lorsqu'ils me disent Hello Mister, j'entends Hello Mister ou Hello Hamster. Pour me saluer, ils me disent Good morning. Rien de très étonnant en soi, sauf qu'ils l'utilisent tout au long de la journée. Donc Good morning à 16h, ça surprend, mais on s'y fait. Là où j'ai plus de mal, c'est quand ils me disent My name is. Au début, je les regarde avec enthousiasme en attendant la suite de la phrase. Et alors ils me répètent My name is. Oui, your name is. C'est alors à ce moment-là qu'ils commencent à s'énerver en répétant My name is. Ce que je n'avais pas compris, c'est que pour eux, My name is, ça veut dire What's your name? Et donc c'était à moi de compléter la phrase. Mais c'est fascinant de voir à quel point ils veulent me parler. Et la barrière de la langue, pour eux, c'est pas une barrière. Ce qui compte, c'est de parler, quitte à aller piocher des mots aléatoires. Ce qui donne cette rencontre incongrue que je n'oublierai jamais où un jeune homme a entamé la conversation en me disant 1, 2, 3, 4. L'enthousiasme social est remarquable. Certes, ils veulent me parler, mais ils veulent aussi des selfies. Ils adorent les selfies, avec tout et n'importe quoi. Alors un selfie avec un occidental, un boulet, c'est le must. Dites oui à un selfie et tous ceux qui n'avaient pas osé vous demander se glissent dans la brèche. Il n'était pas rare d'avoir tout un attroupement qui attendait pour une photo. Et pour être honnête avec vous, je kiffe cette situation. Je pense que mon ego est boosté à fond par cette notoriété qui vient de nulle part. Et ça continue. Les scooters ralentissent pour rouler à ma vitesse. Le conducteur me sourit et commence à me poser des questions. Mau kemana, où vas-tu? Siapanamamu, comment t'appelles-tu? Mais mon niveau d'indonésien est plus que basique, donc je peux répondre à 2-3 questions. Et quand on arrive à la 4e question et qu'il voit que je ne comprends pas ce qu'il me demande, eh ben c'est pas grave. Il recommence. Mau kemana, Siapanamamu, et ainsi de suite, en boucle. Jusqu'à ce qu'il ait une dose de conversation satisfaisante et qu'il reprenne la route, avant d'être immédiatement remplacé par le scooter qui attendait derrière. Il y a parfois des questions plus inattendues du genre « Es-tu marié ?» ou « Quelle est ta religion ?» Je m'arrête pour une parenthèse. Je n'ai personnellement pas de religion. Sauf que là-bas, c'est pas bien vu. L'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde. 87% de la population est musulmane. Il y a 5 cultes autorisés. L'islam, le protestantisme, le catholicisme, l'hindouisme, le bouddhisme ou autres, si vous êtes animiste ou confucianisme, par exemple. Par contre, le judaïsme ne fait pas partie des religions officielles et les relations diplomatiques avec Israël ne sont pas au beau fixe. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'en Indonésie, vous devez avoir une religion. C'est même inscrit sur votre carte d'identité. C'est une ancienne loi qui visait à lutter contre les communistes, mais qui étaient alors considérés comme athées. Fin de la parenthèse. Le problème à vélo, c'est qu'on est lent. Alors quand un scooter décide de me suivre, je ne peux pas lui échapper. Et parfois, on me suit sur des kilomètres. Et si jamais j'ai le malheur de passer devant une école au moment de la sortie, là c'est tout un groupe motorisé qui ne me lâche plus. Ça me fait toujours marrer de retomber sur ce selfie que j'avais pris. Au premier plan, je suis dépité, et derrière moi, il y a toute une ligne d'Indonésiens qui me suivent avec le sourire jusqu'aux oreilles. Sauf qu'au bout de quelques jours, vous pouvez vous en douter, ça va commencer à être un problème. Voyager à vélo, c'est, pour le dire en un seul mot, physiquement éprouvant, fatigant. Et ça se marie mal avec une sollicitation sociale aussi importante. Ça commençait à devenir pesant. Du simple salut au groupe tout entier qui me hurle dessus de toutes ses forces pour attirer mon attention, c'était 60 fois, 70 fois, peut-être même 80 fois par jour que je devais saluer, sourire, répondre aux questions et poliment essayer de filer pour écourter la conversation. J'en étais arrivé à un point où je me demandais si la mécanique du tourisme n'avait pas été inversée. Et c'était moi qui étais devenu l'attraction. Pour me préserver, j'ai commencé à ne plus répondre. Je restais silencieux face aux sollicitations. Et c'était dur. Les Indonésiens sont des gens tellement accueillants que j'avais l'impression d'être un énorme connard en les ignorant. Mais pour me donner du baume au cœur, je m'inspirais de la philosophie du chat. Entendre qu'on m'appelle, assimiler l'information et n'en avoir rien à faire. Ce qui est bien avec cette stratégie, c'est qu'elle ne change absolument rien. En réalité, c'est même encore pire. On me parlait encore plus fort en pensant que je n'entendais pas. J'avais envie de devenir invisible. Beaucoup d'Indonésiens portaient des cagoules pour se protéger du soleil. Je voulais m'en acheter une pour essayer de disparaître dessous, mais sérieusement, je me déplace avec un vélo de voyage. Auprès de qui je passerai inaperçu? J'arrive près d'un village, et il n'est pas rare en Indonésie qu'une mosquée soit en construction. Le projet étant coûteux, un groupe de personnes se poste souvent au bord de la route, mégaphone collé à la bouche, et appelle aux dons en secouant des sortes de filets à papillons qu'ils utilisent comme des paniers. Et ils se sont tus en me voyant arriver. Mais ils ne m'ont même pas demandé d'argent. Ils ont pris leur microphone et ils ont annoncé « Un blanc avec un vélo arrive dans le village ».
Toutes les portes se sont ouvertes, les gens se sont rués et j'ai dû faire toute l'avenue principale en saluant un peu comme la reine d'Angleterre au bout de sa vie. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai aussi pensé à Brad Pitt. La célébrité a ce je ne sais quoi d'attirant, mais toute une vie comme ça faisait même pas un mois que j'étais là-bas et j'étais déjà prêt à tout donner pour redevenir anonyme. Un peu plus loin, je cherchais un endroit sans personne pour m'arrêter. J'étais fatigué, j'avais envie de m'asseoir, de respirer, de manger un kilo de sucre pour oublier ma douleur. Je m'assois à l'ombre d'un arbre, je me place dos à la route pour éviter d'attirer l'attention. Je n'ai pas le temps d'ouvrir le paquet de gâteaux que j'entends un scooter s'arrêter derrière moi. Hello, mystère. Stratégie du chat, je ferme les yeux, je respire profondément et reste immobile. Avec un peu de chance, il va finir par se lasser. Sauf que quelqu'un d'autre s'arrête. Il me salue de manière monosyllabique. Hey. Voyant que je ne réponds pas, il répète Hey. 2 fois, 3 fois, 4 fois, chaque fois un tout petit peu plus fort. Vous savez, ça me faisait penser à ces enfants aux os qui tapent sur la vitre jusqu'à ce que l'animal bouge. Sauf que moi, je restais immobile, persuadé, je ne sais pas pourquoi, que je pouvais encore sauver cette pause. Sauf qu'un troisième scooter s'arrête, puis 4, puis 5. Je me lève, résigné. Ils me montrent leur téléphone portable en me disant qu'ils veulent une photo. J'enfourche mon vélo et je pars sans dire un mot. J'avais envie d'abandonner. J'étais à bout. J'essayais de tenir en pensant à l'île de Sumatra, la prochaine sur mon chemin, bien plus grande et moins peuplée que Java. J'allais donc mathématiquement être plus tranquille. Autant vous dire tout de suite que je me suis complètement planté. C'était encore plus intense. Mais bizarrement, ça allait mieux. Grâce à une technique assez simple. Dire non. Je continue à prendre beaucoup de photos évidemment, mais je mettais des limites. Ça peut vous paraître simple et évident comme idée. Mais quand quelqu'un vous témoigne autant de curiosité, j'étais pas de nature à lui demander d'aller se faire voir. Mais ce qui va m'aider, c'est de réaliser que beaucoup de gens me sollicitent sans prendre en compte les difficultés du voyage à vélo. Par exemple, plusieurs fois par jour, des voitures se mettaient à mon niveau et me faisaient des grands signes pour que je m'arrête. Avec une maîtrise contestable du véhicule, ils me poussaient presque sur le bas-côté pour pouvoir prendre un selfie. Un autre jour, sous un soleil de plomb, je poussais mon vélo sur une route avec une inclinaison absurde. Pas d'ombre évidemment, l'asphalte brûlant, des grosses gouttes de transpiration qui brûlaient dans le t-shirt et sur le visage, et je vois quelqu'un courir vers moi. Peut-être vient-il m'offrir de l'eau. Peut-être vient-il m'aider à pousser. Peut-être vient-il me demander si j'ai un problème mécanique. Bien sûr que non, c'était pour un selfie. Un autre matin, j'avais passé une nuit infernale dans la jungle. Une intoxication alimentaire m'avait saisi pendant la nuit. Épuisé avec une fièvre à 40 degrés, j'arrivais à peine à tenir debout. Et surtout, j'avais soif. Cette soif qui vous fait oublier tout le reste. Dans ma tête, il n'y avait qu'une seule image, celle d'une bouteille d'eau. Je prends mon courage à deux mains, bien que j'étais à bout de force, je me lève, je range mon vélo et je prends la route. Au bout d'un moment, je croise un groupe et je vais droit au but. Excusez-moi, je suis malade, je me sens très mal, savez-vous où je peux trouver de l'eau? Le tout avec une intonation qui pouvait leur faire comprendre l'urgence de la situation. Ils me regardent et me demandent alors d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, pourquoi je voyage à vélo. Et je les regarde avec le visage blafard de quelqu'un qui a l'article de la mort et je leur dis ok, avant de continuer mon chemin. Des anecdotes comme celle-là, j'en ai plein. Mais je vais en partager une dernière avec vous. Sans doute ma préférée parce qu'elle est à la fois absurde et attendrissante. Dans les montagnes, dans un petit restaurant de bord de route, un vieil homme me demande un selfie. Bien sûr, avec plaisir. Je finis ce que j'ai dans la bouche, je passe ma main dans les cheveux pour essayer de ressembler à quelque chose et je commence à sourire. Il me montre son téléphone, un vieil exemplaire du genre Nokia 3310. Ça va être dur de prendre une photo avec ça. Il me dit que c'est pas grave, on va utiliser mon téléphone. Oui, pourquoi pas, je vous enverrai la photo par mail. Sauf que, de nouveau, il me montre son téléphone en m'expliquant qu'il ne peut pas recevoir des mails. Alors moi, je veux bien prendre une photo, mais je vois pas trop l'intérêt, et de mon côté, des selfies avec des locaux, je commence à en avoir un paquet. Il commence alors à m'expliquer que il veut que je prenne le selfie, et qu'ensuite je redescende dans la vallée avec lui, que j'aille au centre-ville, que j'imprime la photo pour pouvoir lui donner. Non, monsieur, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir faire ça pour vous. Ça peut vous paraître surprenant, mais aujourd'hui j'ai traversé une quarantaine de pays, et lorsqu'on me demande quel est mon pays préféré, je réponds invariablement et sans hésitation l'Indonésie. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous raconter sur ce pays, et j'espère pouvoir vous en reparler très bientôt. En attendant, merci de m'avoir écouté.